les personnes en situation de handicap ont du mal à acquérir et à conserver un emploi pour quelques raisons très simples. D'abord, c'est un certain regard sur le handicap qui préjuge et prédétermine les capacités ou les incapacités des personnes en situation de handicap avant de leur faire confiance et d'aider avec ces mêmes personnes à exploiter au mieux leurs compétences. Donc c'est un problème d'état d'esprit, de mentalité qui reste vrai. Autour de la loi de 2005, on parlait beaucoup de l'expression « changer le regard » sur le handicap, mais on en est encore là, et il faut faire ces choses-là. Après, je dirais que dans le monde de l'entreprise, il y a un risque d'avoir une approche très quantitative. Le fait d'avoir des quotas de 6% de travailleurs en situation de handicap peut inciter des entreprises à faire du chiffre, à faire un nombre de personnes handicapées embauchées, sans s'attacher derrière à leur évolution de carrière, à leur parcours professionnel comme tout un chacun. Donc je dirais que là, il y a aussi une logique de chiffres liée à ces quotas qui existent. Alors, en tant qu'ancien président de la HALD, je suis contre cette notion de quotas. Ça a été utile au début pour lancer le mouvement et faire en sorte que le nombre de personnes handicapées soit plus nombreux dans les entreprises. Mais je crois qu'il faudra qu'on atteigne un moment où le principe doit être celui de la non-discrimination et où on doit regarder les compétences de chacun. On embauche d'abord une personne qui a des compétences et qui peut avoir un handicap, mais aujourd'hui, on a les moyens de compenser une grande partie de ces handicaps et de trouver une solution. L'inclusion professionnelle des personnes handicapées commence par l'inclusion sociale, tout simplement, et notamment l'inclusion à l'école, le plus possible à l'école de tout le monde. Alors c'est vrai que ce n'est pas possible pour tous les enfants, il est important qu'il puisse y avoir des lieux d'enseignement adaptés aux capacités de tel ou tel type d'enfants handicapés, mais je dirais que grâce à cette loi de 2005, grâce à l'émergence même difficile de ces métiers d'auxiliaire de vie scolaire, c'est à ce niveau-là, au niveau de l'école, que les choses commencent. Quand un enfant aura eu l'habitude de voir dans sa classe de maternelle ou de CM2 un petit copain en fauteuil roulant ou malentendant, malvoyant, eh bien tout naturellement, lorsqu'il sera au travail, ce sera le même copain qui aura grandi, ou un autre, mais qui aura un handicap, et ça ne le surprendra pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes découvrent souvent le handicap dans l'entreprise grâce à un collègue qui arrive, et c'est souvent un choc qu'il faut savoir accompagner. Donc j'en reviens à ces notions d'inclusion et d'accompagnement. L'inclusion qui a été le thème principal de ces 2 journées de réflexion. Je sais tout l'apport intellectuel que quelqu'un comme Charles Gardou fait dans ce domaine-là, et je le salue. Et c'est très important d'employer ce terme d'inclusion. Je le préfère à celui d'insertion. Pour moi, on insère quelque chose, c'est comme si on déplace 2 barres pour y faire passer quelqu'un, un peu contre nature. L'inclusion montre qu'on a tous une place naturelle dans le corps social. Et c'est d'ailleurs symptomatique. L'inclusion est le contraire de l'exclusion. Donc pour moi, le contraire de l'exclusion, ce n'est pas l'intégration, ce n'est pas l'insertion, c'est bien l'inclusion. C'est valable pour le handicap, mais c'est valable aussi, et je l'ai vu lorsque j'ai été quelque temps président du SAMU social, pour les plus démunis, les SDF. Ce qu'ils demandent, c'est d'être inclus avec leurs différences parfois, leurs incapacités, leurs particularités, des gens de la rue, mais d'être d'abord inclus socialement, être des gens avec qui on parle, avec qui on discute. Oui, je crois que les choses ont évolué assez fortement avec la loi de 2005, ce principe de droit de compensation que nous étions plusieurs à porter. Il y a eu Marie-Yvonne Yazid et son rapport, le docteur Michel Bunel également, du centre de Carpap, et quelques associations comme l'AFM ou l'APF qui ont porté ce message
de droit de compensation. Quand il y a handicap, la société se doit de trouver les moyens de compenser ce handicap. Et donc je pense que les choses, oui, ont évolué, certes parfois lentement. Les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées dont on a parlé pendant 2 jours, se mettent en place, se sont mises en place. C'est pas toujours parfait, mais ça avance. Et je vois des choses importantes, des gens en situation de handicap qui, grâce à la prestation de compensation des aides humaines, la PCH aide humaine, aujourd'hui a les moyens d'avoir des auxiliaires de vie qui leur permettent d'avoir une vie sociale et une vie professionnelle à part entière. Donc oui, je pense que les choses ont beaucoup évolué depuis la loi de 2005. D'abord, je dois rendre hommage à mes parents qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout à l'école de tout le monde. Le lycée, les classes primaires, le lycée, et après, parce que j'en avais les capacités, à faire des études supérieures, puisque j'ai fait HEC. Donc c'est vrai que j'ai été coaché par des parents. Je me rappelle sur le campus d'HEC, j'étais le premier élève qui ne pouvait pas monter les escaliers. Eh bien, la chambre de commerce, et là aussi il faut leur rendre hommage, en un trimestre, ont adapté un des bâtiments pour y mettre un ascenseur. Donc voilà, donc j'ai participé à ce mouvement d'évolution de la fin des années 70-80 qui s'est prolongé jusqu'à la fameuse loi de 2005. Donc, des parents qui m'ont aidé. Je pense une certaine volonté de ma part de vouloir faire le plus possible comme tout le monde, quitte à me cogner parfois dans des obstacles et à me faire mal, au sens physique et psychologique. Et puis d'avoir aussi su développer un tissu relationnel d'amis qui m'ont aidé là aussi à chaque fois à surmonter les épreuves. Le mot important pour le monde de l'entreprise sont les mots effectivement de responsabilité et de diversité. Euh, la responsabilité veut bien dire qu'une entreprise, au-delà des produits qu'elle peut donner à consommer ou des services qu'elle peut donner, parce que c'est un corps social, a une responsabilité collective sur ce vivre ensemble de ses salariés qui font la richesse de l'entreprise. Mais au-delà de ça, la responsabilité va au-delà. Elle va aussi du côté des clients, des parties prenantes, parce que l'entreprise, ce n'est pas un ovni dans une société. Elle a des effets secondaires, elle produit des effets secondaires sur le monde qui l'entoure, et elle a donc une responsabilité. Donc dans ce monde, je dirais, très divers qui entoure les entreprises, l'entreprise doit être le reflet de cette diversité. Donc une politique de diversité, de recrutement dans la diversité, c'est aussi sa responsabilité de ressembler le plus possible à la société dans laquelle elle évolue. Et puis la diversité, c'est tout simplement je dirais, une source de richesse. Lorsque je fais partie de la commission Larcher sur l'avenir de l'hôpital, je me suis beaucoup battu pour que les directeurs d'hôpitaux ne soient pas tous issus de la même école de santé publique de Rennes. En disant, la richesse viendra probablement de certains médecins qui auront des goûts pour la gestion, qui pendant un temps dirigeront et manageront des hôpitaux. Ça peut être aussi des autres facultés. Voilà, donc la diversité est une richesse. Et donc une entreprise responsable sait capter cette source de richesse. Alors, j'ai bien entendu que ce gouvernement avait comme priorité le handicap. Euh, j'ai confiance en Sophie Cluzel, que je connaissais dans son engagement associatif auparavant. Simplement, quand il y a des arbitrages à faire avec Bercy, il faut savoir résister et conserver l'esprit et puis surtout les moyens financiers. Je dois vous dire que j'étais particulièrement choqué de la loi Elan sur les logements qui réduisait considérablement les possibilités d'hébergement. J'ai participé à quelques débats radiophoniques sur le sujet, mais c'est vrai que c'est une régression
Et je vois bien qu'aujourd'hui, on négocie les ascenseurs à partir du 4e étage, 3e. C'est pas 10%, mais 20%. Enfin, voilà, mais c'est pas ça. Il faut un changement complet de mentalité. Il faut raisonner par l'accès universel, raisonner globalement. Il y a peut-être des exceptions, il faut raisonner à l'inverse. Il y aura des exceptions qui feront que tout ne sera peut-être pas accessible, mais commençons par raisonner quand on construit un bâtiment neuf, hein, par une accessibilité universelle qui sera un confort d'usage par tous. J'ai participé à un débat assez maladroit où un député La République En Marche m'opposait des familles nombreuses aux handicapés en disant si on fait des salles de bain trop grandes, c'est au détriment des enfants, des chambres d'enfants de familles nombreuses. Enfin voilà, c'était très maladroit et je crois qu'on peut concevoir des espaces utiles vraiment pour tous. Tout lieu qui soit un lieu de dialogue entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément tous les jours est un lieu de progrès pour faire avancer la cause, notamment celle des personnes handicapées au travail. Je crois par exemple que une articulation meilleure entre des MDPH, l'AGFIP. Moi, je me rappelle quand j'ai monté mon dossier AGFIP par rapport à la MDPH pour mon véhicule, hein, il n'y avait aucune coordination entre le monde du handicap de la MDPH et le monde du travail de la GFIP. Ça m'a complètement surpris. Donc créer des lieux et favoriser le dialogue entre les acteurs me semble le plus important. Pour les questions d'accessibilité, j'ai été très déçu de voir que le gouvernement précédent avait là aussi reculé l'échéance de 2015 pour l'accessibilité. Il aurait mieux fallu conserver cette marque de 2015, quitte à, au fil des ans, je dirais, enfin, régler au cas par cas les choses, plutôt qu'à reporter au calendrier grec. Et donc avoir des lieux de débat, hein, où les décisions se prennent sans que des lobbies s'opposent les uns aux autres. Alors je voudrais peut-être dire pour terminer combien je regrette de ne pas être parmi vous tous pendant ces 2 jours. J'ai connu la Fagère lorsque je m'occupais, je dirais, d'inclusion des personnes handicapées à EDF avec la mission handicap. Je sais le travail que fait la Fagère et je trouve que la thématique choisie autour de l'inclusion, de l'accompagnement, hein, de notions de droit commun, en même temps des particularités avec des exemples concrets. J'ai bien vu dans la journée de jeudi avec des situations de handicap différentes, handicap visuel, auditif, psychologique, etc. J'apprécie aussi la part que la Fagère a donnée à ce colloque dans l'innovation, parce que je crois là aussi, et on a eu un représentant du monde scientifique et des connaissances du cerveau jeudi matin, on voit bien que tout ce qui peut être travail intellectuel de recherche sur la notion d'apprentissage du cerveau, etc., à partir de cas extrêmes et de personnes handicapées, va forcément servir des situations beaucoup plus fréquentes, courantes, et comprendre des mécanismes de compréhension, d'assimilation pour tout un chacun. Donc je salue ce travail de la Fagère et j'espère que ces 2 jours auront été très productifs.